Alors, on va maintenant écouter Anna Maria Ishleva. Alors, je ne sais pas si Anna Maria m'entend, je l'espère, je ne la vois pas personnellement. T'entends. Mais merci bien, donc c'est bon, j'ai un retour. Eh bien, bienvenue. Vous n'êtes pas sur le plateau, vous êtes chez vous ou peut-être à l'université, vous allez nous préciser. Et chère Anna Maria, c'est un réel plaisir d'accueillir à travers vous la jeune génération des chercheurs, parce que vous venez de soutenir une thèse sur l'entreprise à l'épreuve du changement climatique, deux points, obligation et responsabilité. Donc vous êtes la personne idoine pour évoquer ce sujet complètement neuf, qui est le sujet des contrats de séquestration du carbone en agriculture et en sylviculture. Je dois vous confesser une faute, c'est que nous vous avions promis avec notre ami Jean-Baptiste de vous trouver des modèles de contrats de séquestration carbone en agriculture, mais impossible sincèrement de mettre la main dessus, signe sans doute que ces contrats doivent être encore peaufinés pour pouvoir être réellement montrés et soumis à examen et à critique. Donc, vous vous sentez libre, vous avez carte blanche pour nous donner votre avis sur ce sujet et on vous écoute attentivement. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Personnellement, oui. Bon, ça va. Alors, je souhaite à mon tour remercier très sincèrement le professeur Bosse-Platière de m'avoir associé à ce colloque pour le moins passionnant où j'apprends beaucoup de choses. Je remercie également l'ensemble des organisateurs. C'est un plaisir d'intervenir, même si ce n'est que virtuellement. Mais maintenant, j'ai l'habitude puisque même ma soutenance de thèse, je l'ai faite virtuellement. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que j'ai un retour dans le casque? Je ne sais pas si vous m'entendez. D'accord. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre de dire quand même deux mots sur cette fin de mon parcours universitaire que vous avez évoqué. J'ai soutenu ma thèse de doctorat il y a très peu de temps, effectivement, sur le thème des obligations et responsabilités au pluriel de l'entreprise dans le contexte du changement climatique. Et il s'agissait donc d'étudier très brièvement, je vous le dis, deux instruments bien connus de droit des obligations, les actes juridiques d'un côté et la responsabilité de l'autre. Donc, je me suis beaucoup penchée sur le droit des obligations, sur le rôle du droit des obligations dans la lutte contre le changement climatique. Et j'avais une réflexion toute particulière qui s'est portée sur le rôle du contrat. Le contrat en tant qu'outil de cette lutte contre le changement climatique. Je suis donc très ravie aujourd'hui d'intervenir sur le thème du contrat de séquestration du carbone, puisque je n'ai pas eu l'occasion, évidemment, de travailler sur cette question que j'ai trouvée particulièrement passionnante. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés d'accéder à ce type de contrat, mais c'est normal, le contrat est par définition la chose des parties, l'accès à cette chose est souvent difficile, donc on n'est pas très choqué. Alors, on peut mettre le diapo suivant. Ouais, alors j'organiserai ma présentation autour de 4 points. Le contexte, la technique, les enjeux et les conclusions. Alors, diapo suivant. Sur le contexte, tout d'abord. Atteindre la neutralité carbone, c'est, on l'a compris, le mantra des politiques publiques en matière climatique. D'ailleurs, très récemment, on a appris que l'Organisation internationale de normalisation va proposer une norme ISO en la matière, c'est intéressant, dans le but de favoriser une compréhension commune de la neutralité carbone et des méthodes pour y contribuer à l'échelle des organisations publiques et privées. Or, comme il a été rappelé au début de ce colloque, le concept de neutralité carbone ouvre la porte à jouer sur deux paramètres. Il y a d'une part les émissions et d'autre part les puits. Donc, il ne s'agit plus seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement climatique. Il faut aussi chercher à exploiter le potentiel non négligeable de séquestration du carbone par les écosystèmes, dans les sols, dans les forêts. Ces deux démarches, diminution et séquestration, ont des potentialités et des limites et doivent donc être mises en œuvre de façon parallèle et complémentaire.
tout un ensemble d'acteurs va être sollicité dans ce que j'appelle la course à cette neutralité carbone. Pour ce qui est des acteurs privés, les 2 dernières années ont confirmé leur engouement fort pour la lutte contre le changement climatique. Je ne vais pas revenir sur les raisons de cet engouement fort, quelles qu'elles soient, incitations financières, économiques, mise en œuvre de démarches de gestion des risques climatiques. Il est certain que les acteurs privés ont un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. À cet égard, il y a un large consensus, semble-t-il, sur le fait que les émetteurs de gaz à effet de serre doivent aujourd'hui assumer une responsabilité. Autrement dit, ils doivent chercher à diminuer et à compenser leurs émissions. Mais en réalité, ce consensus n'a jamais été formulé juridiquement. L'accord de Paris, qui est juridiquement contraignant pour les États, nous l'est point pour les entreprises. C'est alors que le recours à toute une série d'outils conçus par les pouvoirs publics retrouve tout son sens. Et on peut penser aux outils de marché, comme on l'a dit, la création du marché réglementé des quotas d'émissions, aux outils normatifs, par exemple, la création du fameux label bas carbone, aux outils économiques comme les paiements pour services environnementaux. Et ce qui est intéressant, c'est que, au-delà de ces outils conçus par les pouvoirs publics, il y a aussi le recours à des instruments juridiques classiques, tels que le contrat, qui devient de plus en plus intéressant. Pourquoi? Parce que le contrat va permettre de donner un habillage juridique à un engagement en faveur de la transition écologique, et le contrat va aussi permettre de revêtir cet engagement de la force obligatoire. Un autre point sur lequel je ne vais pas revenir, c'est le rôle et les liens entre le contrat et l'environnement, parce qu'ils ont été beaucoup étudiés par les doctrines juridiques. Mais dans la mesure où le contrat, c'est un instrument de circulation, il peut en effet être à l'origine de la promotion de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement au contrat de séquestration du carbone. Et alors qu'on apprend que les premiers contrats ont été signés, on peut se demander légitimement de quoi s'agit-il. Alors, nous l'avons également compris, de plus en plus d'entreprises s'engagent aujourd'hui dans une démarche de réduction de leur bilan carbone, particulièrement afin de participer à l'objectif d'atténuation du changement climatique. Ces entreprises sont à l'origine de la création du marché carbone de la compensation volontaire, qui est donc différent du marché réglementé. Et cette compensation volontaire, je rappelle aussi, on l'a dit, consiste à financer un projet de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre dont on n'est pas directement responsable. Ce mécanisme vise donc plus spécifiquement les acteurs qui ne sont pas soumis à des contraintes en matière d'émissions de gaz à effet de serre, tels que les particuliers, collectivités locales, petites et moyennes entreprises, ou bien les acteurs contraints, mais qui souhaitent aller au-delà de leurs obligations réglementaires. Ainsi, donc, en plus de réduire leurs émissions, certains acteurs peuvent chercher à les compenser, à compenser le résiduel par rapport à la situation de référence. Et on constate que l'agriculture semble être de plus en plus choisie pour cette compensation volontaire. Par exemple, le groupe Bouygues a annoncé qu'il va choisir cette année 2021 les projets de compensation lui permettant d'atteindre la neutralité carbone. Le stockage dans le sol par les activités agricoles fait partie des opérations qui sont envisagées, nous dit le responsable RSE du groupe. De même, IBA, qui est le leader mondial de la protonthérapie pour le traitement du cancer, qui s'est engagé aussi à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2030, a choisi l'agriculture locale pour ses projets de compensation carbone. C'est donc dans ce contexte que sont signés les premiers contrats de séquestration du carbone avec un enjeu fondamental, je crois qu'on l'a dit aussi, l'enjeu de garantir au mieux la sécurité juridique. Donc slide suivant, et c'est mon deuxième point sur la technique maintenant. Alors, le Code civil définit le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes qui est destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Autrement dit, le contrat est destiné à produire des effets de droit.
La validité du contrat va être soumise à la réunion de conditions qui sont posées à l'article 1128 du Code civil, que sont le consentement des parties, leur capacité à contracter, ainsi qu'un contenu licite et certain. Cette notion de contenu licite et certain est relativement nouvelle en droit des contrats depuis la réforme de 2016 et elle regroupe les notions d'objet et de cause du contrat. Alors, sous réserve de tout ce qui vient d'être dit par rapport à la qualification juridique des crédits du carbone, et sous réserve également de la nécessité de modifier le décret, l'arrêté, on pourrait dire que l'objet de ce contrat serait un agriculteur va s'engager dans une démarche de séquestration du carbone, il va produire ainsi des crédits carbone, et le financeur, lui, il va s'engager à acheter ces crédits carbone dans une démarche de compensation de ses émissions. Sur la forme, le contrat de séquestration du carbone est un contrat synallagmatique, puisque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. C'est également un contrat de gré à gré, puisque les stipulations contractuelles sont librement négociées entre les parties. Et il est bien entendu conseillé qu'il soit écrit, même si le Code civil ne pose pas cette obligation, mais c'est du bon sens. Alors, quelles sont les parties au contrat de séquestration du carbone? C'est pas mon PowerPoint, il n'est pas à jour, mais c'est pas grave, vous allez me suivre. Donc, il y a plusieurs schémas qui peuvent se présenter. Dans le schéma le plus simple, le contrat sera signé entre l'agriculteur qui va séquestrer du carbone en contrepartie d'une rémunération et l'entreprise qui souhaite compenser ses émissions. Mais en réalité, pour des raisons de coût, il sera parfois difficile pour un agriculteur de s'engager seul sur le marché volontaire du carbone. Donc le plus souvent, les agriculteurs seront accompagnés par des organismes intermédiaires, des porteurs de projets, et ça peut être une coopérative, une chambre d'agriculture, une association labellisée, une entreprise de conseil en agronomie par exemple. Alors dans ce cas, un contrat sera logiquement signé entre l'agriculteur et l'organisme intermédiaire. L'agriculteur va s'engager à stocker du carbone sur son exploitation agricole. Des procédés spécifiques devront être mis en place. Et l'organisme intermédiaire va se charger de plein de choses, de la formation, du développement des outils, diagnostics, de la collecte des données, de la restitution des données, mais aussi la rédaction des projets, la mise en relation avec les financeurs, le paiement, etc. Or, lorsqu'un organisme intermédiaire intervient en qualité de porteur de projet, un deuxième contrat est signé entre le porteur de projet et le financeur, qui est donc l'entité qui souhaite réduire son impact carbone. Alors, différentes clauses contractuelles figurent dans le contrat et vont constituer autant d'obligations contractuelles. Diapositive suivante. Parmi ces clauses, il y a bien entendu le prix. Le prix doit être fixé, c'est un point crucial. Aujourd'hui, on considère que le carbone séquestré, il est à la fois mesurable et quantifiable. Il faut prévoir dans tous les cas un prix plancher pour garantir l'agriculteur. 30 € la tonne pour l'association France Carbone Agri Association, qui affirme d'ailleurs que c'est une décision politique assumée qui doit permettre une vraie restitution aux agriculteurs engagés. 40 € la tonne pour IBEA, qui a déterminé ce prix en concertation avec Seuil Capital, entreprise de conseil en agronomie. Cette entreprise a d'ailleurs mis en place un dispositif qui permet aux agriculteurs de produire des crédits carbone en stockant le carbone dans le sol. Le cas échéant, il sera possible de prévoir l'intégration de clauses particulières de révision ou d'ajustement du prix en cours de contrat. Il faut également déterminer les modalités du versement du prix. Alors, il serait possible de prévoir soit que le paiement ne sera versé que si le résultat est atteint, c'est ce qu'on appelle la conditionnalité, soit qu'un premier versement interviendra à mi-parcours et sera complété à la fin de la démarche. Dans un contrat conclu entre un agriculteur faisant partie d'un groupement ou pas d'ailleurs et un porteur de projet, le contrat peut prévoir aussi comment le revenu sera utilisé, mais également comment les efforts de l'agriculteur seront valorisés.
Autre point crucial, c'est la question du volume. Quelle va être la quantité de carbone à stocker? Alors c'est important parce que l'engagement dans une démarche de séquestration du carbone va engendrer des dépenses pour les agriculteurs. D'où d'ailleurs l'intérêt aussi pour eux de se regrouper. Il convient donc de s'intéresser à la marge pour l'agriculteur. Logiquement, plus elle est importante, plus il sera incité à s'engager. Évidemment, il faut aussi prévoir la durée du contrat, ainsi que les modalités de fin du contrat et de résiliation. C'est logique également. Dans tous les cas, un contrôle des résultats et des pratiques est nécessaire. Alors, une clause, par exemple, peut prévoir les modalités du contrôle et de gestion, ainsi que la garantie de la bonne exécution du contrat. Dans un contrat de droit privé, en principe, l'exécution du contrat peut être contrôlée par la partie au contrat qui doit bénéficier des résultats d'une obligation. Rien n'empêche aussi de prévoir dans une clause la désignation d'un expert ou un auditeur pour contrôler, à telle et telle période, la réalisation des engagements contractuels prévus dans le contrat. Les clauses de confidentialité, je ne m'arrête pas non plus, puisque ça fait partie aussi des choses qui font qu'on n'a pas accès au contrat, c'est logique, hein, il y a souvent des clauses qui protègent les parties. Et par ailleurs, j'ai pensé à quelque chose d'autre que je trouve très intéressant, c'est de prévoir parfois quelques remèdes à l'inexécution éventuelle du contrat. Qu'est-ce que j'entends par là? Parfois, les parties vont se protéger contre l'inexécution du contrat en insérant des clauses de renégociation, par exemple, ou même, plus intéressant encore, des clauses de force majeure. Qu'est-ce que c'est qu'une clause de renégociation du contrat? En droit international, on appelle ces clauses les clauses de hardship. Ce sont des clauses qui permettent à une partie de demander un réaménagement du contrat si un changement intervenu dans les données initiales au regard desquelles les parties s'étaient engagées vient à modifier l'équilibre de ce contrat. Dans le cas de contrats pluriannuels, ce type de clause laisse la possibilité donc de faire évoluer le dispositif et c'est très intéressant. La clause de force majeure. Alors, je m'y suis intéressée aussi parce que on travaille sur le changement climatique, donc il y a les risques physiques du changement climatique. Il convient de se protéger. En droit français, on sait qu'il est admis de longue date que la définition et les effets de la force majeure puissent faire l'objet d'aménagements contractuels. Ainsi, lorsqu'elles sont bien rédigées, lorsque les événements de force majeure sont bien identifiés dans la clause, ces clauses de force majeure présentent beaucoup d'intérêt pour les parties, car elles permettent d'anticiper les effets perturbateurs sur le contrat de certains phénomènes météorologiques redoutés. Une telle clause pourrait ainsi permettre de gérer le risque que le carbone stocké soit réémis dans l'atmosphère à cause d'un événement imprévu. Incendie, tempête, si on est dans le domaine des forêts, peut-être une maladie. Et donc, ces clauses de force majeure, je trouve que c'est très intéressant. Alors, dans tous les cas, ces exemples ne sont pas exhaustif parce que l'ingénierie contractuelle est infinie et que la liberté contractuelle règne en la matière. Diapositive suivant. Quels sont maintenant les enjeux du coup de cette nouvelle pratique contractuelle? Il faut être très clair. Si beaucoup d'agriculteurs hésitent encore parfois à s'orienter vers une agriculture de conservation, une agriculture plus respectueuse de l'environnement et moins émettrice de gaz à effet de serre, c'est surtout parce qu'il manque une réelle incitation financière. Et d'ailleurs, ce n'est pas propre à l'agriculture. Le constat peut être le même dans l'ensemble des domaines où l'on veut promouvoir la transition écologique. Pour que cette transition écologique soit perçue comme étant juste par les acteurs, il convient de faire en sorte qu'ils y trouvent un intérêt. Cela me permet de rebondir sur un autre sujet, donc autre enjeu très important, cette détermination du prix de la tonne du carbone. On l'a dit à quel point c'est un point crucial. Moi, je ne suis pas économiste, je n'y connais pas grand-chose et sincèrement, j'ai un véritable problème avec les chiffres, mais je sais combien cette question peut être problématique alors qu'elle est pourtant primordiale. Les exemples d'ailleurs sont nombreux, notamment dans le domaine du marché des quotas d'émissions. Le prix est un signal fort,
et il convient donc de réfléchir au signal que l'on veut envoyer. Aujourd'hui, j'ai noté, il existe des projets novateurs qui cherchent d'ailleurs à apporter des éléments de réponse à cet égard, comme le projet Carbon-Tink qui a démarré en 2019 et qui vise à créer une méthodologie certifiée et un outil numérique afin d'aider les agriculteurs à monétiser leur stockage de carbone. Ces initiatives sont importantes. Et dernière diapositive pour conclure. La compensation volontaire a pu être qualifiée d'outil discret mais efficace. Il est certain qu'elle ne doit être envisagée qu'un complément d'une démarche de réduction des émissions. L'agriculture, principal émetteur de gaz à effet de serre, vu parfois d'un mauvais œil, peut devenir un acteur de la lutte contre le changement climatique. Ce n'est pas une utopie. Le potentiel qu'elle a en matière de séquestration du carbone est très important et doit être exploré. Il convient donc d'inciter davantage les agriculteurs à devenir vertueux, et c'est une bonne chose finalement que d'aboutir à des schémas de win-win ou de gagnant-gagnant, comme on peut dire. Mais il faut également construire un cadre contractuel qui est accessible et transparent et qui les sécurise juridiquement. Le contrat de séquestration du carbone se présente aujourd'hui comme un outil de la lutte contre le changement climatique qu'il convient de promouvoir et de développer. Finalement, et je termine là-dessus, alors que la fonction sociale du contrat est largement ignorée, on remarque qu'en pratique, cet instrument juridique traditionnel permet de répondre aux nombreux défis actuels. Je vous remercie. Merci Anna Maria. Je ne sais pas si vous m'entendez, je crois que c'est bon. Oui, je vous entends. Vraiment, bravo pour cette présentation. Il y a beaucoup de questions qui arrivent là sur Internet. Je pense qu'on a prévu un autre temps d'échange après l'intervention d'Emmanuel Audouin. J'avais juste peut-être une petite question sur la question du non-respect des obligations. On peut imaginer que le porteur de projet, l'agriculteur ou le sylviculteur ne soit pas en mesure, pour une raison ou pour une autre. Alors, vous avez évoqué la force majeure, mais sans prendre des hypothèses aussi extrêmes tout de même en droit. Est-ce que la sanction n'est que le non-versement? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres... Est-ce qu'il y a une obligation au fond de résultat ici qui est mise en place? Alors, ça dépend de la manière dont le contrat sera formulé. On peut prévoir la résolution du contrat. C'est une sanction grave, en droit des contrats, mais c'est possible de prévoir la résolution du contrat, un dédommagement, évidemment, ouais, donc on des est clauses sur l'autonomie, pénales. en fait. Très largement, on est sur l'autonomie contractuelle et sur la liberté où on va pouvoir aménager, en fait, en respectant le droit des contrats. On pourrait imaginer une gradation dans les sanctions. Oui, tout à fait. Très bien, très bien.